Mesdames et messieurs, bonjour. 45 000 sinistrés, un habitant sur 3 manque de quelque chose à Nîmes en ce moment. Certains ont même tout perdu. Vous avez vu depuis lundi dans les différentes éditions de TF1 les images épouvantables de la catastrophe qui s'est produite en quelques heures lundi matin, des rues, des maisons dévastées. C'est la plus grosse catastrophe naturelle qui se soit produite en France depuis très longtemps. Donc une édition spéciale de TF1 avec toutes les équipes du service d'information générale et de reportage de TF1 et puis tout le reste de l'actualité dans un instant bien sûr. Nous sommes venus pour vous permettre de comprendre vraiment l'importance de ce qui s'est passé ici. Et nous sommes dans un endroit un petit peu symbolique de ce qui se passe à Nîmes en ce moment, devant l'hôtel de ville, à côté d'un tas de cartons, de paquets envoyés d'un peu partout pour essayer d'aider ceux qui sont ici et qui n'ont plus rien. Tout est regroupé ici devant la mairie de Lille, tout est distribué ici à ceux qui le demandent, nous en parlerons dans un instant. Et si nous sommes ici aussi, c'est non seulement pour vous faire comprendre l'importance de ce qui s'est passé et la gravité, mais aussi parce que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut faire quelque chose pour aider les Nîmois, pour aider cette si belle ville à revivre vraiment dans quelques mois ou dans quelques jours. Mais d'abord, avant d'en parler avec le maire de Nîmes, un rappel de cette catastrophe avec ces images sorties tout droit d'un dur scénario de film catastrophe, Alan Rothschild. Lundi, des trompes d'eau s'abattent sur la ville de Nîmes. Très vite, on réalise qu'il ne s'agit pas uniquement d'un gros orage, mais d'une catastrophe naturelle encore jamais vue. Près de 250 mm d'eau, des vagues de 2 mètres de haut ravagent la ville. Des dizaines de véhicules sont bloqués. On compte alors 5 morts et des milliers de sinistrés. Plus de téléphones, la ville est coupée du monde. Mardi, tandis que pompiers et bénévoles s'efforcent de rendre visage humain à la cité sinistrée, on cherche des responsables. Le maire demande le classement de la ville en zone sinistrée. Le président de la République se rend sur place et assure la population que l'État mettra tous les moyens en œuvre pour répondre à leurs besoins. Le bilan est de 8 morts, 45 000 sinistrés et 4 milliards de francs de dégâts. Mercredi, la solidarité s'organise. Des centaines de bénévoles, scouts, Croix-Rouge, viennent aider à remettre la ville en état. Des comptes bancaires sont ouverts par plusieurs associations. Nîmes reçoit de toute la France et même de l'étranger des vivres, des vêtements, des couvertures ainsi que du matériel de travaux publics. Au total, près de 3000 sauveteurs sont sur place. La Cernam achemine bénévolement 25 tonnes de matériel. Un nouveau drame se produit. Un hélicoptère de secours s'écrase, faisant 2 morts de plus. Aujourd'hui, la solidarité se manifeste de partout. Outre les associations humanitaires, des milliers de bénévoles apportent leur soutien. Il faudra des mois pour que Nîmes retrouve une vie normale. Alors nous en parlerons justement dans un instant avec le maire de Nîmes. Mais d'abord les autres titres de l'actualité en commençant par une violente manifestation en Algérie, manifestation conduite par des adolescentes de 12 à 20 ans. Deuxième gros titre, le nom des Chiliens au général Pinochet. Et puis les réactions mitigées du côté de l'opposition après l'engagement hier soir de Michel Rocard sur le référendum en Nouvelle-Calédonie. Enfin, comme d'habitude, tous les jours, un petit coup d'œil sur la carte des prévisions de la météo qui sera développée tout à l'heure à la fin du journal. Il y aura des pluies assez fortes sur la moitié nord, des pluies accompagnées d'un vent d'ouest très violent qui pourra aller jusqu'à 120 km/h sur les côtes de la Manche. Un temps très nuageux du sud-ouest aux Alpes avec des éclaircies sur l'extrême sud. Les températures seront en baisse. 3 gros titres donc et puis recommençons par là. Nîmes avec un fantastique élan de solidarité et avec une mobilisation extraordinaire qui ont permis à la ville de revivre, de commencer à revivre car lundi à midi, tout manquait ici, la ville était complètement dévastée. Et des vivres, des vêtements, du mobilier, il y a aussi des besoins en argent. Rien que pour Nîmes, les dégâts sont estimés à 4 milliards de francs. Alors, partout, à la mairie, dans les rues, on réceptionne, on distribue à ceux qui en ont besoin. Regardez cet élan de solidarité, reportage d'Alex Panzani. Deux bouteilles. Deux. Combien? 5. Merci. Merci. Du lait, c'est pas possible. Du lait. J'avais demandé que la dame est passée. Ce ne sont que quelques bouteilles d'eau potable et de lait, aussi précieuses ici que pour des naufragés du désert. Mais ces gestes du cœur, ils viennent de loin, relayés par une véritable chaîne de la solidarité qui commence bien en amont du marché-gare de la ville, où les dons affluent par tonnes, jour et nuit. Ça vient des villes qui nous envoient leurs denrées, ça vient de fournisseurs, de la vaisselle va arriver, des couverts, des verres et tout ce qui est nécessaire. Et les origines sont les plus diverses, du particulier jusqu'à l'industriel.
Vous êtes informé qu'un centre de premier Mais reste le plus difficile, organiser la distribution dans les quartiers sinistrés. Si les militaires affectés aux grosses œuvres accomplissent un travail admirable, à leur côté s'est mobilisée une autre armée de bénévoles, scouts, lycéens et adultes. Elle est allée au lycée d'Odé et puis après on a fait des groupes. Et j'ai des grands-mères qui n'ont plus rien, elles n'ont pas d'eau, elles n'ont rien. Alors je leur porte au fur et à mesure. Ce sont les demandes en matelas qui restent les plus pressantes. Et vous avez eu un bon pour les matelas? Non. Alors on va vous faire un bon et puis vous allez attendre. Les cellules d'intervention de Nîmes Solidarité, où les associations jouent un rôle moteur, se sont décentralisées dans les quartiers pour gérer les besoins, éviter les gaspillages ou les petits trafics et faire en sorte que les secours parviennent en priorité aux plus démunis. Alors Jean Bousquet, merci de nous accueillir dans votre mairie qui est actuellement le centre de toute cette distribution, de toute cette solidarité. Comment ça se passe aujourd'hui, 3 jours après la catastrophe? Et on a à peu près maintenant cerné l'ensemble des problèmes. Donc sur le plan de la nourriture, les logements, tous les démalages, les gros démalages ont été faits. Aujourd'hui, notre grand problème, il y a à peu près 2 à 3 000 appartements, tous les rez-de-chaussée qui ont été envahis par la boue, qui ont été vidés de leur contenu. Donc toutes ces familles que nous ne pouvons pas reloger, il faut très vite équiper ces appartements. Donc notre gros problème, c'est tout ce matériel d'équipement, de la brosse à dents jusqu'au lit, au sommier, aux couvertures, qu'il faut que l'on trouve, qu'il faut que l'on équipe, car les 48 heures, ces personnes ont pu les tenir. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Alors on verra tout à l'heure comment tous ceux qui nous regardent, comment les 10 millions de Français qui regardent chaque jour ce journal peuvent vous aider justement, et vous nous direz exactement ce dont vous avez besoin et ce que nous pouvons faire les uns et les autres. D'abord, le reste de l'actualité. Avant de parler du Chili, du nom au général Pinochet, un mot de ce qui se passe à Alger, avec des manifestations violentes, c'est la première fois, à Alger, manifestations conduites pour la plupart par des jeunes. À l'origine de cette révolte des jeunes, la baisse du pouvoir d'achat, c'est une situation chronique de pénurie en Algérie. Les premières images avec une correspondance sur place de l'agence France Presse. Alger s'est réveillé sous le choc et l'armée a pris position près des points stratégiques, le parti, le trésor, la télévision et l'Assemblée nationale, après les émeutes qui ont fait hier des dégâts énormes dans l'agglomération. Un vrai désastre. Ce matin, le calme a été de courte durée. En fin de matinée, l'agitation a repris dans le centre de la ville. Mais la situation n'est pas la même qu'hier. Cette fois, les compagnies nationales de sécurité, les CNS casqués et bien rodés sont là, arment au poing et dispersent systématiquement les manifestants à coups de grenades lacrymogènes. En face, on répond par des pierres. Des mouvements ont aussi été signalés dans les beaux quartiers, ceux des hauteurs d'Alger. Ces jeunes ont l'air décidés à continuer. Les grèves, par contre, ont cessé dans la plupart des établissements industriels touchés ces derniers jours. Les Chiliens ont donc dit non au général Pinochet. Entre 54 et 58% de non, les résultats ne sont pas définitifs. Le résultat de ces élections, résultat surprenant, inattendu encore il y a quelques mois, pourrait mettre fin à 15 ans de régime militaire au Chili, puisque selon la Constitution, vous savez que le général Pinochet a 1 an pour organiser maintenant des élections présidentielles libres. Sur place, le reportage de notre envoyé spécial Didier Chauffier. La journée du 5 octobre restera historique pour tous les Chiliens. Il a fallu attendre le milieu de la nuit pour que le ministère de l'Intérieur annonce les premiers résultats officiels défavorables au oui à Pinochet. 44% contre 53% au non. Sergio Fernandez, le ministre de l'Intérieur, a déclaré que le Chili était le grand vainqueur de ce plébiscite. Et aussitôt, dans la rue, c'était l'explosion de joie. Toute la nuit, les Chiliens qui ont voté contre le général président ont fêté ce qui pourrait marquer le début d'un grand retour à la démocratie. Enfermé dans son palais de la Moneda, avec les membres de la junte qui lui sont restés fidèles, Augusto Pinochet, quant à lui, a travaillé toute la nuit, sans doute à préparer sa reconversion. Légalement, il doit rester au pouvoir jusqu'en décembre 1989 et organiser des élections présidentielles, tout en demeurant chef des armées. La politique française maintenant avec le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Michel Rocard, vous l'avez vu hier soir, a confirmé la date du 6 novembre et s'est engagé personnellement, bien sûr, en faveur
du oui à ce projet de loi qui devra conduire à un choix des Calédoniens sur leur avenir dans 10 ans. Michel Rocard veut mobiliser tous les Français sur ce référendum et il y a bien sûr des réactions du côté de l'opposition, réactions plutôt mitigées. À l'UDF par exemple, la réponse n'est pas encore très claire. Si le Parti républicain et les centristes se sont déjà prononcés pour le oui, le porte-parole de l'UDF, Alain Lamassoure, a déclaré hier que son parti ne se prononcerait que le 14 octobre. Et puis pour le RPR, Alain Juppé a confirmé que le RPR, le mouvement de Jacques Chirac, donnerait sa réponse le 15 octobre. Jacques Chirac qui s'est entretenu ce matin avec Jean-Marie Tjibaou. Reportage de Valérie Nataf. Pas de poignée de main médiatique au siège du RPR pour cette rencontre surprise entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Chirac. Mais un entretien de plus d'1 heure qui a évidemment porté sur le référendum. Vous comprenez les hésitations du RPR ? Tout à fait, enfin, je pense que vis-à-vis, les hésitations ne sont pas, comme l'a dit déjà M. Juppé, ne sont pas vis-à-vis des accords, c'est sur la procédure et les possibles utilisations des résultats. C'est un entretien très utile. Je l'ai complété par un long entretien téléphonique avec Jacques Lafleur. Je vous rappelle que la mission que nous avions envoyée sur le territoire a également rencontré très longuement Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. C'est donc un complément d'information qui était nécessaire et notre décision sera prise à la lumière de toutes ces conversations comme prévu. Je ne modifierai pas le calendrier le 15 octobre prochain. Cette décision devrait être un refus de participer au référendum pour marquer la vigilance du RPR. Sur le territoire. Rapidement encore dans l'actualité de cette matinée, notez la 2e manifestation nationale en moins d'une semaine des infirmières et des personnels de santé avec une grève aujourd'hui et demain dans les hôpitaux. Les infirmières réclament des augmentations de salaire, d'effectifs et une réforme de leur statut. Leur coordination nationale qui manifestait ce matin et les syndicats rencontreront le ministre de tutelle Claude Évin à 17h pour essayer de mettre fin à ce conflit et commencer à discuter. Autre conflit, celui des prisons. La grève des gardiens se poursuit. La négociation avec le ministre de la Justice est au point mort. Le gouvernement a désigné hier un médiateur, le député socialiste Gilbert Bonnemaison. Il a 8 jours pour proposer des solutions. En attendant, l'activité judiciaire est ralentie, faute de pouvoir extraire les accusés de leur prison, par exemple. Eh bien, l'ouverture demain du procès d'action directe dans l'affaire du meurtre de Georges Bers, l'ouverture de ce procès paraît bien compromise. L'enquête sur le meurtre de la petite Delphine. Sachez que le directeur du camp scout et 3 moniteurs qui étaient placés en garde à vue depuis mardi ont été relâchés ce matin. Aucune charge n'a été retenue contre eux, a indiqué le procureur du tribunal de Lisieux. L'enquête repart donc à 0 sur ce meurtre de Delphine. D'autre part, sachez aussi que le jeune skinheads recherché pour le meurtre d'un clochard samedi soir à Lille a été arrêté hier soir à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. C'est un homme âgé de 19 ans. 4 autres skinheads qui l'accompagnaient ont été inculpés hier de non-assistance à personne en danger. Dernière chose à retenir, vous le savez sans doute si vous vous intéressez au sport, en football, après l'élimination de Metz et de Montpellier en Coupe d'Europe, 2 clubs français sont encore en lice, Monaco et Bordeaux. Monaco s'est qualifié avant-hier et Bordeaux hier soir. Bordeaux s'est qualifié en battant l'équipe soviétique de Dniepr 2-1. Vous voyez les 2 buts bordelais, le premier à la 47e minute, un tir de Ferreri sur le gardien soviétique qui a détourné sur Stopira. Puis je crois qu'on va voir, donc c'était l'égalisation pour Bordeaux, deuxième but, ce sera un penalty, voilà, obtenu par Allen qui vient d'être poussé par un défenseur soviétique. Voilà Allen qui tombe, penalty marqué par Enzo Sifo, Bordeaux vainqueur de 2-1. Retour à Nîmes donc pour la partie de ce journal consacrée à ce qui s'est passé, à cette épouvantable catastrophe. Vous avez peut-être vu derrière moi d'ailleurs pendant la partie actualité de ce journal que la pendule qui se trouve devant la mairie de Lille n'est pas tout à fait à l'heure. Tout ici est complètement sans dessus-dessous. Il y a des camions dans les rues, des rues complètement dévastées. Et je vous prie de croire, pour avoir découvert moi-même ce matin l'importance de cette catastrophe, qu'elle est très 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 grave, même si nos envoyés spéciaux nous l'avaient déjà montré dans les jours qui viennent de se passer. Rues dévastées, des maisons détruites, ce sont les quartiers nord qui ont le plus souffert. Avant de voir ce que vous pouvez faire pour aider Nîmes à revivre vraiment, Catherine Nel a voulu savoir ce que cette catastrophe représentait vraiment pour les habitants d'une rue de Nîmes, une rue qui a été complètement dévastée. Reportage de Catherine Nel. Leur rue, ils ne la reconnaissent plus. Dévastée par des torrents de boue, engloutie sous des milliers de mètres cubes d'eau, elle ressemble à une décharge où l'on aurait abandonné de vieux meubles.
eux, les habitants sont meurtris. Depuis 3 jours et 3 nuits, ils débarrassent, nettoient et tentent de s'organiser. Mais à quel prix? On se lève le matin, quand on a dormi, quand on a pu, parce que vivre dans cet état, avec les odeurs, les risques qu'il y a, on nettoie, on commence à nettoyer et on va manger chez les amis, chez les parents. On essaie vulgairement de se démerder pour arriver à survivre avec le peu de besoin qu'on a, compte tenu qu'on n'a plus rien pour faire la cuisine, on n'a plus rien pour s'asseoir, on n'a plus de chaises, il nous reste que le lit, parce qu'on a les chambres au premier étage. J'ai pas d'assurance, j'ai rien. Alors, moi, parce que moi j'avais un crédit pour mes meubles et tout, pour acheter des meubles et tout, et voilà. Alors je viens de finir mon crédit, je vais pas me retomber sur un crédit pour repasser la même chose dans 4 ou 5 ans, c'est pas la peine. Hein. Au mieux se foutre une balle dans la tronche à ce moment-là, pour travailler pour 4000 balles par mois, c'est pas la peine. Hein. Au petit matin, la rue semble avoir retrouvé son aspect. Les pelleteuses ont travaillé toute la nuit. Pourtant, rien n'est réglé. Dans les cours, dans les jardins, tables, chaises, réfrigérateurs, des vies entières sont étalées. Les petits ateliers sont détruits, les magasins gravement endommagés. C'est toute l'organisation sociale qui est en jeu. Moi, si j'ai un peu de recours, de subventions, ma seule solution sera d'émigrer d'ici. Ce qui est un peu dommage parce que c'est un quartier très très plaisant. C'était tout du moins avant ça. Vous pensez que vous en êtes vraiment là? Vous ne pourrez pas rester ici dans longtemps? Je crois pas. Ça m'étonnerait. Bon, ça va mettre 2 mois, 3 mois à s'assainir. Les gens vont pas revenir demain, de toute manière, même s'ils peuvent réoccuper leur appartement. Et c'est pas possible que, ils les réoccupent immédiatement. Un mot qui n'était même pas présent dans les esprits ces derniers jours, mais qui commence à s'imposer. Une fois la situation d'urgence passée, il faudra bien réapprendre à vivre autrement. Alors je vous propose de nous retrouver maintenant en direct là où arrivent la plupart des secours pour justement subvenir aux besoins de ces gens qui ont tout perdu, comme vous vient de vous le montrer ce reportage de Catherine Nel. Nous sommes au milieu de la mairie de Nîmes, avec ici par exemple derrière moi de la distribution d'eau, de la distribution de lait. Il y a des stands ici qui ont été installés par la mairie pour justement subvenir à ces besoins. Et Catherine Nel a rencontré ce matin Monsieur Bienvenu, vous êtes cordonnier dans l'une de ces rues. Vous avez tout perdu là. Tout l'atelier, la voiture. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant? Est-ce que là, 3 jours après, est-ce que vous avez pu reprendre un peu vos esprits? Ce que moi, comme beaucoup de gens, espérons, c'est qu'il y ait des secours et des recours qui pourront être faits pour tout le monde, les gens assurés ou non assurés d'ailleurs, parce que je crois qu'il faut passer au-dessus du côté matériel et voir le côté humaniste de la chose. Là, pour l'instant, vous ne pouvez plus travailler du tout? Non. Est-ce que d'autres cordonniers, par exemple, dans d'autres villes de France, pourraient vous aider, ou d'autres commerçants ou d'autres artisans ailleurs pourraient vous, vous envoyer du matériel, venir vous l'apporter? Une chaîne de solidarité, effectivement, oui, bien sûr, c'est faisable. Tout est faisable s'il y a toute une chaîne qui se met en place de partout. Monsieur Moi, Bousquet. j'ai peu d'informations personnelles, mais d'après ce que tout le monde dit, ça se met en place, donc c'est une belle chose. Monsieur Bousquet, que pensez-vous de ça? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut que des gens se mobilisent partout? Absolument, parce que nous allons parler avec le président de la République, ça dépasse même l'aide nationale. Alors il faudra cette très très grande solidarité que nous ressentons. D'ailleurs depuis 48 heures, c'est fantastique, tout le monde participe. Alors quand on voit les drames qu'ont vécu ces gens et qui n'ont rien, où tous les rez-de-chaussée de plus de 2000 appartements ont été vidés, on s'aperçoit que l'effort est colossal et rapide. Il faut qu'on arrive très vite à reloger correctement et à remettre ces petits outils en route. Alors vous manquez de quoi exactement pour les gens, par exemple? Surtout des équipements de la maison, le lit, le matelas, la brosse à dents, la savonnette, tout ce qui est à l'intérieur. Les maisons sont vides. Puis alors on a cité depuis quelques jours dans tous les journaux, partout, un chiffre complètement épouvantable, 4 milliards de francs de dégâts rien que pour Nîmes, et il y a en plus 85 autres communes du département qui sont également sinistrées. Ça, nous n'avons pas de chiffres précis. Donc 4 milliards rien que pour Nîmes, donc vous avez besoin d'argent. Oui, c'est surtout de l'argent parce que dès lundi, quand on aura tout nettoyé, il faut vite reconstruire, vite remettre ces petits ateliers, ces appartements en état. Là, l'aide est importante, donc celle de l'État, celle naturellement de l'ensemble des villes qui sont là, qui nous aident, des régions, des départements, de l'étranger, mais en plus cette solidarité nationale, et c'est surtout, malheureusement, c'est toujours triste à dire, mais c'est de l'argent qu'il va falloir en direct. Je peux vous dire une petite chose, il y a 10 millions de téléspectateurs qui regardent ce journal en ce moment. Si chacun d'entre eux envoie 1 franc, ça représente 10 millions de francs. Si chacun d'entre vous envoie 10 francs, ça représente 100 millions de francs. C'est encore une goutte d'eau,
mais c'est énorme et ça permettra à des gens comme Monsieur Bienvenu peut-être de pouvoir retravailler. Je vous donne aussi un numéro de CCP si vous voulez envoyer de l'argent justement à la mairie de Nîmes. Il y en a d'autres numéros, je vous en donnerai tout à l'heure. Il s'agit de Nîmes Solidarité, compte chèque postal 430 66 G. Vous le lisez en bas de l'écran, retenez-le, nous le repasserons avant la fin du journal. CCP 430 66 G. Autre compte chèque postal ouvert par le Conseil général, celui-là pour l'ensemble du département, pour les 87 autres communes sinistrées. C'est, je vous le donne aussi, CCP 208 45 D. CCP 208 45 D, Conseil général du Gard qui a décidé d'autre part d'accorder 10 millions de francs pour aider les sinistrés. Et puis il y a autre chose, Monsieur Bienvenu en parlait à l'instant, c'est le problème des assurances et des indemnisations. C'est le principal problème actuellement pour des milliers de Nîmois. On attend bien sûr que l'état de catastrophe naturelle soit décrété et il faut bien sûr bien dire que c'est un peu la panique ici car personne ne sait vraiment avec exactitude ce qu'il doit faire. Une panique que nous racontent Nelly Ponce et Jean-Marc Pilas. 4 jours après la catastrophe, se pose la question des indemnisations. Où faut-il s'adresser? Que doit-on déclarer? Comment procéder? Les personnes sinistrées, ils sont 45 000 à Nîmes, se pressent à la mairie. Aujourd'hui, il leur faut évaluer les dégâts subis. Dans un premier temps, qu'ils prennent des photos ou éventuellement qu'ils obtiennent des attestations de la part de leurs voisins afin de savoir d'ores et déjà quel sera le montant du sinistre et que les gens puissent déterminer de façon très précise les objets qui font l'objet de dommages. Pour moi, ça va être une perte franchement énorme. C'est une vie d'entreprise, c'est très difficile. Très difficile, très difficile. Alors c'est pour ça qu'on espère qu'en catastrophe naturelle, on sera au moins remboursé, on serait remboursé qu'aux 3/4, ça serait déjà pas mal. Devant l'ampleur des dégâts, les Nîmois expriment une crainte. Les assurances pourront-elles payer? Les catastrophes naturelles sont payées par les assurés. On a pris 9% de plus sur les primes d'assurance, que ce soit habitation ou garantie auto, de façon à ce que les catastrophes naturelles soient prises en compte par les assurances. Donc il n'y a pas de problème. De plus, par le biais de la loi sur les catastrophes naturelles, les assurances bénéficient de fonds d'État afin d'indemniser leurs assurés. Mais les véritables problèmes se posent pour ceux qui n'ont pas contracté d'assurance. Et dans la mesure où je n'ai pas l'assurance, je ne sais pas comment ça va se passer parce que j'ai un crédit sur cette maison et donc je ne peux pas faire un autre crédit pour arranger ma maison qui est détruite à 80%. Nous avons déjà des assurances et des fonds qui sont d'ores et déjà versés. C'est à partir de ces fonds-là qu'il faudra déterminer une enveloppe spéciale pour mettre à la disposition de ces personnes. Ce que je crois savoir, mais encore faudrait-il le vérifier, c'est que le département, lui, est à même dès maintenant de donner des secours en numéraire de première urgence. Certes limités, mais qui sont quand même un premier dépannage pour les premiers besoins. Par la suite, subventions nationales, européennes, appels à la solidarité permettront de venir en aide aux plus démunis. Oui, et puis bien sûr, on attend que l'état de catastrophe naturelle soit décrété par le gouvernement. C'est ce décret d'état de catastrophe naturelle qui devrait accélérer les procédures d'indemnisation. Est-ce que vous savez, Monsieur Delafont, vous représentez ici le Centre de documentation et d'information de l'assurance. Oui. Est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle ça pourrait être décrété? La date exacte, je ne la connais pas. Néanmoins, je sais que déjà toute la procédure a été engagée. Et donc, compte tenu de l'amplitude de la catastrophe, on peut penser que cela va survenir rapidement. Alors on dit aussi qu'une aide d'urgence est accordée par les assurances, 15 000 francs par dossier au départ. On l'indique, c'est peut-être sous réserve encore, mais je pense que cela va faire partie, si vous voulez, d'avance en tout cas pour les gens qui sont assurés. Ces gens-là vont pouvoir bénéficier d'avance dès lors que les premières constatations ont été faites. Est-ce que les assureurs vont pouvoir tout rembourser? C'est énorme, 4 milliards de francs. Les assureurs sont en mesure de pouvoir tout rembourser puisqu'ils ont perçu, si vous voulez, des cotisations pour couvrir ce risque-là. Par ailleurs, on l'a indiqué tout à l'heure, est mis en place un système de réassurance donc qui est classique au monde de l'assurance et qui permet de répartir les risques et d'assumer de telles catastrophes. Donc à votre avis, ça ira vite, les assureurs sont décidés à aller vite là? Non seulement ils sont décidés, je crois que toutes les sociétés ont déjà dépêché un grand nombre d'experts, mais en plus la loi sur les catastrophes naturelles impose un délai de 3 mois au règlement des sinistres, donc on peut penser que tout sera mis en œuvre
pour une indemnisation rapide. Et c'est important pour faire revivre, je vous remercie monsieur Delafont, pour faire revivre cette ville de Nîmes. Puis un autre aspect, c'est qu'on n'a pas encore abordé, c'est que les secours continuent. Je vous ai dit qu'il y avait un va-et-vient continuel de camions, de voitures, etc. Et parmi toutes ces voitures, il y a celle de la sécurité civile, il y a celle de l'armée, il y a celle des pompiers, car monsieur le préfet, les secours ne sont pas terminés. Il y a encore des travaux en ce moment. Oui, il y a encore beaucoup de travaux effectués dans la ville et les services publics s'y emploient, qu'il s'agisse des services civils ou des services militaires, puisque l'armée a beaucoup participé à cette première phase et maintenant à la phase définitive de nettoyage. Il y a eu un plan Orsec. Vous êtes satisfait de la mise en place et de l'application de ce plan Orsec ? Le plan Orsec s'est déroulé très normalement et je dois dire avec beaucoup d'efficacité à partir du moment où il a été lancé, c'est-à-dire à partir de 10 à 11 heures de la matinée de lundi. Mais bien sûr, nous avons eu un décalage pour nous rendre compte de l'état dans lequel se trouvait la ville et des difficultés que nous connaissions avant de déclencher ce plan. Il est bien certain que le fait de ne plus avoir de téléphone en particulier nous empêchait d'avoir la moindre information sur l'état de la ville et de ses environs. Alors un petit mot qui est fantastique, j'en profite, Alex Panzanim, qui a été l'un des premiers ici sur place pour TF1 avec Nelly Pons, m'a dit hier soir, il était extrêmement surpris de la rapidité avec laquelle tout avait été dégagé, car vraiment, le lundi matin, lundi à midi, mardi matin, c'était vraiment un cataclysme partout. Les rues étaient bloquées, il y avait des carcasses de voitures dans tous les coins. Et là, ça a été dégagé grâce aux équipes de la sécurité civile, grâce à l'armée. L'armée qui a fait un gros effort. Vous avez combien d'hommes en ce moment ? De l'ordre de 1700 sur Nîmes en ce moment. Alors, des hommes qui sont arrivés pratiquement les premiers, qui ont commencé à travailler avant l'application du plan Orsec. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je dois dire que la majorité vient de la 6e division légère blindée, qui est commandée par le général qui est à côté de monsieur le préfet. Et vous avez fait des interventions, je crois, une centaine de sauvetages dès lundi matin. Oui, dès lundi matin, 8 h, nous sommes intervenus pour sauver les personnes et transporter le SAMU en véhicule de l'avant blindé sur tous les points où il y avait besoin. Et puis ensuite, j'avais alerté mes unités qui étaient en dehors de Nîmes, Orange et Avignon, et ils étaient à l'entrée de Nîmes pratiquement vers 13 h. Donc tout est allé très, très, très vite. Aujourd'hui, lieutenant-colonel, vous coordonnez les équipes de la sécurité civile. Aujourd'hui, on continue à pomper dans les caves. On parle de victimes supplémentaires, 8 morts déjà. On parle de victimes supplémentaires. Alors est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait encore des victimes ? Alors on parle beaucoup de victimes que l'on pourrait trouver. Je voudrais dire que si à l'heure actuelle et depuis 2 jours on n'a pas encore trouvé de victimes supplémentaires, c'est précisément parce que les secours se sont verrouillés d'une manière la plus rapide qu'il soit. L'échelon national a joué, l'échelon de Lyon, l'échelon d'Aix-en-Provence a permis... Mais là, actuellement, est-ce qu'on pompe encore dans les caves ? Absolument. Il y a encore des parkings immergés ? Il y a encore beaucoup de caves, beaucoup de parkings qui sont immergés et tous les secours portent la priorité dans ce domaine-là. Et monsieur le préfet, un dernier mot aussi, ça concerne, j'ai dit tout à l'heure, plus de 80 communes dans l'ensemble du département. Nous en sommes actuellement à une soixantaine qui sont très durement touchés et qui feront l'objet dans la journée, je pense, de l'arrêté interministériel de déclaration de catastrophe naturelle. Vous pensez que cet arrêté pourrait être pris dès aujourd'hui ? L'arrêté est à la signature, en tout cas ce midi. Bien, je vous remercie. Il y a un autre problème, on a parlé des problèmes immédiats, du manque de pain, du manque de mobilier, du manque de vêtements, etc., de la situation des secours qui continuent. Mais la situation est extrêmement grave également pour toute l'économie de la région. Des commerces sont dévastés, des artisans, vous en avez entendu un tout à l'heure, un cordonnier, des artisans ont perdu leur outil de travail, des entreprises sont fermées. On estime que 4000 ouvriers sont actuellement en chômage technique à Nîmes. Reportage de Bruno Fuchs. La vie économique locale s'est arrêtée lundi 3 octobre à 9h54. Le cerveau n'est pas atteint, certes, mais les tissus sont gravement endommagés. Ici, à la caisse départementale du Crédit Agricole, très peu d'employés à leur bureau. Ils sont pour la plupart à la cave. L'œil est monté jusqu'à 2,20 m. Il n'y a plus d'archives, plus d'aucune machine en état. Total, 30 millions de francs de dégâts. Et ça, nous espérons que lundi, de l'extérieur, on ne verra plus les problèmes. Mais ici, des problèmes, nous en aurons pendant certainement plusieurs mois, puisqu'il va falloir remettre du matériel à sa place. Nous allons fonctionner avec des procédures d'exception à partir de lundi. À quelques centaines de mètres, l'entreprise Saint-Mamet, 150 employés, 40% du marché français des fruits au sirop, 450 millions de chiffre d'affaires, 25% des stocks détruits. Il est évident que si un décret catastrophe naturelle est pris et qu'ensuite nous avons avec les assurances des relations qui sont bonnes aujourd'hui d'ailleurs et qui se maintiennent dans cette tonalité, on devrait pouvoir limiter les dégâts. Si ça n'était pas le cas, il est évident que financièrement nous ne pourrions pas supporter l'intégralité du préjudice.
est le cas de toute la zone industrielle de Nîmes. Les PME sont touchées, mais aussi les commerçants et les grossistes. Non, ça ne s'explique pas, monsieur. Il faut y passer pour le comprendre. Nous avons tout perdu, nous avons 150 voitures abîmées et avec maximum de volonté, on espère 30-45 jours. Il va donc falloir plusieurs mois pour que les entreprises puissent reprendre leurs exploitations normales. Mais ce n'est pas l'essentiel car les bilans d'exploitation, eux, en fin d'année, vont être très sérieusement déséquilibrés. Une très forte aide économique et financière paraît alors indispensable. Déjà, la Chambre de commerce vient de lancer un emprunt de 5 millions de francs sans intérêt et l'État a annoncé qu'il paierait les salaires des employés et ouvriers au chômage technique. Il y a aussi des mesures fiscales qui ont été prises par M. Charras pour aider aussi bien les particuliers que les entreprises. Dernier mot, Jean Bousquet, est-ce que ce n'est pas cette situation des entreprises qui vous inquiète le plus à long terme ? Je pense qu'elles ont un potentiel de réaction. C'est dans ce court délai où ça va être très difficile, mais c'est surtout, il faut que notre ville reprenne sa vie lundi. Alors, après cette catastrophe, ce soleil ironique aujourd'hui, peut-être qu'on a retrouvé une ville qui peut être la ville idéale sur le plan politique, car cette solidarité l'a complètement soudée, ça fait corps, et sur ce plan-là, c'est très encourageant. Je pense qu'on va très très vite réagir. Bien, je vous rappelle en tout cas, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, le numéro du compte chèque postal ouvert par la mairie de Nîmes, Solidarité Nîmes, CCP 430 66 G. Et tous les gens qui sont autour de moi ici, avec l'équipe de TF1 qui a réalisé cette émission, tous les gens qui sont autour de moi attendent que vous fassiez quelque chose pour que l'année prochaine on puisse se retrouver à la feria. D'accord ? Avec plaisir. Merci monsieur le maire, merci de nous avoir accueillis. Merci à tous pour ce que vous ferez. Dans quelques instants la météo, ensuite la bourse avec Sophie Rac. À 20h Patrick Poivre d'Arvor et à 23h Jean-Claude Narcy. Au revoir et à demain.